Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair, des droits et des devoirs. Le gouvernement veut conditionner l'accès au RSA. Les bénéficiaires devraient réaliser 15 heures d'activité par semaine. Alors, fausse bonne idée ou vraie solution pour sortir de la précarité? L'Info C'est clair est intitulé RSA, 15 heures d'activité obligatoire. Nos invités, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. En une des Échos ce matin, budget, le plan de Bercy pour réduire la dette. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste du dialogue social. Merci de participer à cette émission en direct. La réforme du RSA est donc au cœur du projet de loi pour le plein emploi qui est examiné par l'Assemblée depuis hier. Les débats sont houleux. Cette réforme impose un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires de l'allocation. Alors, depuis avril 2023, 18 départements expérimentent le dispositif. Vous voyez ce reportage de Julien Cholin. Allocataire du RSA à 63 ans, une situation que ce cadre au chômage ne pensait pas forcément vivre un jour. On peut être en haut de l'échelle et demain descendre en bas de l'échelle. C'est ce qui vous est arrivé ? Tout à fait. Rescapé d'une grave maladie il y a 2 ans, le soixantenaire se retrouve sans emploi. Pas facile de remettre le pied à l'étrier. Alors, en début d'année, le département du Loiret, qui lui verse chaque mois son RSA, lui propose de l'accompagner dans sa recherche. Ah, vous allez bien ? Ça va et vous ? Des ateliers de formation et des entretiens comme celui-ci. Est-ce que vous avez pu postuler à toutes les offres ou pas ? Une aide précieuse aux yeux de cet ancien manager. Ça m'a permis de me recadrer un petit peu quand même, ce qui n'est pas négligeable. Un accompagnement personnalisé qui pourrait bientôt devenir obligatoire pour tout allocataire du RSA. Près de 2 millions d'allocataires pourraient être concernés, plus forcément volontaires comme ici, mais tenus de se plier à l'exercice. Avec des gens qui seront contraints d'être devant vous, vous n'avez pas peur de ce que ça va donner ? Pas vraiment. En fait, tout va dépendre de la manière de tourner les choses. Je pars du principe que tous les bénéficiaires que je vais accompagner sont compétents. Motivés, ça, je ferai en sorte qu'ils le soient. Et pas forcément qualifiés. Pas forcément qualifiés, mais après, ça, c'est des choses qui s'arrangent. La formation, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour se former. Le département s'est même porté volontaire pour rendre ce suivi obligatoire. Pour son président, le temps est venu de demander des comptes aux allocataires du RSA. Autrefois, les patrons n'avaient pas forcément besoin de main-d'œuvre et donc ne se précipitaient pas pour embaucher. Je suis désolé, aujourd'hui, nombreux sont les patrons qui recherchent et ils ne trouvent pas toujours. Donc évidemment, les temps ont changé. Donc aujourd'hui, il faut mobiliser tous ces bénéficiaires du RSA pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Un sentiment que ne partagent pas tous les départements. Le président d'Ille-et-Vilaine, par exemple, que nous avons contacté, ne se voit pas sanctionner des personnes déjà précaires. Penser que l'exclusion de ce type de dispositif serait une solution, non, ça ne fera qu'amplifier des problèmes de pauvreté. Oui, parce que Dominique Seux, l'idée, c'est quand même de sanctionner, de suspendre le versement du RSA si la personne ne jouait pas le jeu. C'est-à-dire que si elle refusait de se rendre à la convocation du conseiller ou si elle se refusait de participer à... Alors, on ne dit pas travail, on dit activité. Exactement, c'est la grande différence. Moi, je prends le pari d'ores et déjà qu'il n'y aura pas beaucoup de sanctions et de suspensions d'activité, d'allocation. L'idée, c'est vraiment de revenir, au fond, à ce qu'était l'origine du RMI. Autrefois, ça s'appelait le RMI, quand ça a été créé en 1988 par Michel Rocard. Revenu minimum d'insertion. Et il y avait 2 branches. Il y avait d'un côté l'allocation, aider des personnes qui sont dans la nécessité, dans le besoin, à se subvenir à leurs besoins, mais aussi les accompagner, les prendre par la main. Ne faites pas dire ce que c'est prendre par la main, ce n'est pas du tout une expression, c'est peut-être un peu maladroit, mais l'idée de pousser, d'accompagner, et vous avez le mot juste en disant ce n'est pas une obligation de travail, c'est une obligation, une incitation à l'activité. Alors, l'activité, on va voir, on va en discuter, mais c'est passer le permis de conduire. C'est suivre des formations, c'est gérer, voir comment on peut résoudre le problème de la garde d'enfants. Je pense qu'il y aura énormément d'hétérogénéité dans l'affaire, mais l'idée de mettre sous tension le dispositif me paraît plutôt sain. Bernard Vivier, le RSA, c'est 607 €. C'est quand même le minimum, même pas pour vivre, mais pour survivre, j'allais dire.
Est-ce qu'on peut comprendre que demander à des gens qui sont dans une telle détresse en retour de fournir... C'est la CGT qui parle de travail forcé quand même. Est-ce que c'est pas abusé, voilà, Non, c'est un faux procès de dire c'est un travail forcé. RSA, ça veut dire revenu de solidarité active. Et Dominique, cela dit, ça a été créé en 2007-2008, 20 ans après le RMI, le revenu minimum d'insertion. La philosophie est la même, solidarité active. Il y a un engagement de la collectivité pour accompagner des personnes en détresse, en difficulté pour retrouver un travail. On parle de chiffres, on parle de 1 900 000 personnes. En fait, ce sont des personnes. Chaque personne a son importance. Et l'accompagnement doit être individualisé. C'est la clé du succès. Et puis, bien évidemment, solidarité active de la part des intéressés eux-mêmes. Le reportage l'a bien montré. On peut être cadre de haut niveau et puis tomber pour des raisons de santé ou pour quantité d'autres raisons dans la difficulté, dans la détresse. C'est très difficile de retrouver le chemin de l'emploi quand on tombe dans la détresse. Mais oui, dépression. ça peut l'être, ce qu'on appelle la spirale de l'échec. Et tout s'ensuit, le logement, la vie familiale, enfin tout peut être abîmé. Donc il est important de considérer qu'il y a une dimension financière, on apporte une somme d'argent, mais on apporte, et c'est là l'essentiel, un accompagnement. Vous l'avez utilisé. Donc c'est pas une contrepartie, c'est un plus, alors vous voulez dire. Oui, exactement. Et c'est un plus très important. Vous savez, nous avions 2 dispositifs. 1958, la création de l'assurance chômage, c'est-à-dire on verse de l'argent. Et puis la NPE, en 1967, a été créée pour aider les chômeurs à retrouver un travail. Ça fonctionnait plus ou moins bien. On a fusionné tout cela et on a créé Pôle emploi. Ça a été un peu, en termes d'organisation, une catastrophe. Vous aviez 2 tuyaux de 10, là, à NPE, Unédic. On a fait un gros tuyau de 20, c'est complètement bouché, ça marche pas. Et là, aujourd'hui, on envisage un échelon encore au-dessus qui s'appelle France Travail. L'an prochain... Alors là, vous parlez d'autre chose, voilà, c'est ça. Oui, Pôle emploi qui va devenir France Travail. France Travail, voilà. La clé du succès, c'est pas de faire des grands tuyaux, des grands dispositifs. C'est de mener un travail de proximité. Et les dispositifs actuels ne sont pas bons parce que l'État, les régions, les départements, tout ça, ça demande de la rationalisation. France Travail part d'une bonne démarche. Par contre, l'efficacité, elle est là. C'est la personne qui, dans un département, dans un bureau, aide. On avait autrefois des maisons de l'emploi. C'était Borloo qui avait lancé ça. Ça n'a pas beaucoup marché. Mais le maître mot, comme dans beaucoup de choses, dans la vie sociale, c'est le travail de proximité, l'accompagnement. Et bien justement, Mathieu Plane, quand on voit qu'il y a un conseiller Pôle emploi, je parle sous votre contrôle, pour 100 chômeurs, est-ce qu'on aura les ressources pour accompagner ces 2 millions d'allocataires du RSA qui sont par moments des personnes en grande détresse, en grande difficulté? C'est presque un accompagnement individuel qu'il faut. Est-ce qu'il y aura les effectifs, les moyens de les ramener sur le chemin du travail? Je n'ai pas les montants en tête, mais il y a un budget qui va être affecté qui est assez significatif. Effectivement, après, le diable se cache dans les détails. Je pense que l'intention est plutôt bonne, même si effectivement c'est un accompagnement forcé, mais il faut aller aussi peut-être chercher ces gens qui s'éloignent du marché du travail. Il faut rappeler que plus de la moitié des personnes au RSA le sont encore au bout de 5 ans, donc il y a effectivement une forme de déclassement qui se crée. Et donc, l'idée d'avoir une réinsertion est plutôt une bonne chose, mais il faut des moyens. Effectivement, il faut des moyens pour le faire, il faut des moyens humains. Il faut, comme ça soit dit, c'est assez ciblé. On voit que chacun a des caractéristiques propres. On le voit d'ailleurs, si vous regardez le panorama des personnes au RSA, aujourd'hui, il y en a un quart qui sont en emploi. Il y en a 50% qui sont au chômage, il y en a 25% qui sont en inactivité. Donc, c'est des situations qui sont très différentes en réalité. Et donc, si vous voulez aller aussi chercher les personnes qui sont en inactivité, qui ont des problèmes de santé, de garde d'enfants, de déplacement, de logement, au chômage, vous l'avez dit. Voilà. Et donc, ils ne sont pas dans les statistiques du chômage. Effectivement, vous n'allez pas faire la même chose que pour un jeune qui est un jeune au RSA, qui est un décrocheur, etc., qu'une personne plus âgée, qui est proche de la retraite, qui a des problèmes de santé. Donc, vous voyez, il faut adapter tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est un canevas assez fin qui peut fonctionner, mais qui nécessite effectivement des ressources humaines importantes et une compréhension du terrain. Donc là, l'obligation sera faite d'inscrire chaque personne au RSA, à Pôle emploi, pas au chômage. Ce qui va faire d'ailleurs les statistiques du chômage. Gonfler les statistiques du chômage. Parce qu'aujourd'hui, le 5% va être encore plus complexe. Oui, il n'y en a que 40% des allocataires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'accuser le gouvernement. On peut l'accuser de 1000 choses, mais de traficoter les chiffres du chômage, parce que lui-même prend des verges pour se faire battre et va gonfler les chiffres. Peut-être vous disiez le montant du RSA, c'est 607 euros. Pour un couple avec 2 enfants, c'est 1276 euros. Loin de moi l'idée
de dire que c'est considérable, etc. Mais il faut sentir aussi dans le pays quand même, il y a, notamment dans certains milieux ruraux... Vous voulez dire que ça se rapproche du SMIC, quoi? Ça se rapproche du SMIC, et je ne dis pas qu'il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent être au RSA que travailler, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend dans une partie de la population, sondage après sondage. Cette idée qu'il y a trop d'aide en France. Absolument. Voilà. Donc il faut aussi que cet accompagnement, il faut que l'autre partie des Français qui trouvent que c'est élevé, ce 1276, eh bien, que cette partie de la France entende qu'un effort ou une proposition d'accompagnement est faite. Voilà, parce que vous l'avez dit, dans le même temps, les patrons se plaignent, alors dans les métiers en tension, hein, de ne pas trouver de personnel, de ne pas arriver à embaucher et de se tourner en conséquence vers les seuls qui acceptent parfois de travailler, c'est-à-dire les immigrés en situation irrégulière. Vous voyez ce reportage dans une boulangerie à Rennes. C'est un reportage de Lucille Marcon. Souleymane Bari est arrivé en France en 2019. Alors âgé de 16 ans, il trouve rapidement un emploi comme apprenti boulanger, une vraie passion, puis vient un CDI une fois majeur. Pourtant aujourd'hui, sans titre de séjour, il n'a pas le droit de travailler. Il a quasiment le poste le plus important de la boulangerie aujourd'hui. Hein. On est toute la cuisson des pains qui a lieu entre 3 et 4 heures. C'est ce qui est décisif pour la journée. La préfecture refuse de lui délivrer un titre de séjour, mais Souleymane garde espoir. Dès le début que je suis arrivé en France, moi j'ai choisi la boulangerie parce que c'est un métier que j'aime. Du coup, voilà, on espère que ça va changer dans les prochains mois ou les prochaines semaines à venir. Grâce à l'association Patrons Solidaires, le boulanger et son salarié ont pu médiatiser leur histoire et lancer une pétition. Aujourd'hui, régulariser les travailleurs sans papier est un casse-tête, selon cette avocate spécialisée. Lorsqu'on envoie un dossier, si on ne met pas de bulletin de salaire, on va nous dire « vous n'êtes pas intégré parce que vous n'avez pas travaillé ». Mais si on met des bulletins de salaire, on nous dit « vous n'êtes pas intégré parce que vous n'avez pas respecté la loi, parce que vous avez travaillé sans autorisation de travail ». Un texte de loi sur leur régularisation dans les métiers en tension sera débattu à l'Assemblée en 2024. Alors Bernard Vivier, pourquoi ces métiers n'attirent-ils pas? Pourquoi est-ce qu'on est obligé, les boulangers sont obligés de se tourner vers une main-d'œuvre illégale? Plusieurs raisons. Les salaires, bien évidemment, la rémunération, mais aussi les conditions de travail. Le métier de la boulangerie, c'est un métier exigeant et quantité d'autres métiers font que nous avons des secteurs, on dit des secteurs en tension, avec des emplois vacants. On estime à peu près, c'est un chiffre du ministère du Travail, la DARES, au deuxième trimestre 2023, à 360 000 le nombre d'emplois vacants, c'est-à-dire dans des entreprises là, de plus de 10 salariés, alors que les boulangeries, c'est souvent des entreprises de moins de 10 salariés. Et donc, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas, comme on le dit, attractifs pour quantité de raisons. N'oublions pas aussi que ce sont des emplois généralement peu qualifiés et qui demandent d'être accompagnés, là aussi, sur d'autres plans. Par exemple, le logement. Il n'y a pas que le salaire dans la vie professionnelle, il y a aussi la capacité à se loger. Des secteurs professionnels comme les industries de l'hôtellerie ou l'intérim ont monté des opérations pour aider leurs futurs salariés à se loger. Par exemple, garantir le bail d'un intérimaire ou d'un salarié de l'hôtellerie. Donc, ce sont des secteurs où il y a beaucoup de main-d'œuvre qui bouge, saisonnière aussi, notamment dans l'hôtellerie-restauration, et les professions s'organisent progressivement pour accueillir et créer des conditions favorables à l'emploi. Ouais, il n'empêche, Mathieu Plane, on voit que le MEDEF est très allant pour régulariser les sans-papiers. Le procès qui est fait aux patrons en disant finalement c'est eux qui veulent ouvrir les frontières parce qu'ils disposent là d'une main-d'œuvre corvéable et qui ne pose pas trop de questions parce qu'elle sait qu'elle est en situation irrégulière. Est-ce que c'est quand même une petite musique qui a un fondement de vérité? Alors, fondement de vérité, c'est un peu délicat, mais on voit bien la complexité quand même du dossier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent en France aujourd'hui, qui sont dans les entreprises, mais qui sont soit effectivement en situation irrégulière, soit pas déclarés, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. Effectivement, c'est quand même une bonne façon d'insérer ces personnes-là, y compris sur le marché du travail, mais en France, par le travail. Après, oui, on entend cette musique-là, c'est de dire à ce moment-là, effectivement, face à la réserve de chômeurs qu'il y a encore en France, parce qu'on a quand même... Augmenter les salaires. Augmenter les salaires. Et donc, c'est vrai qu'en France, malgré tout, il reste 2 millions, un peu plus de 2 millions de chômeurs. Si vous rajoutez ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes
qui disent vouloir travailler mais qui ne sont pas dans les statistiques du chômage, vous rajoutez encore 2 millions. Si vous mettez du sous-emploi, vous en avez encore 1 million. Vous avez plus de 5 millions de personnes en réalité qui sont à la frontière du chômage. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un problème aussi d'adéquation là-dedans entre effectivement faire en sorte que les personnes qui sont en situation illégale puissent trouver des papiers parce qu'elles sont en activité, mais ça ne peut pas être la seule, ça ne peut pas être le seul vecteur. On ne peut pas juste mettre ça en avant. Effectivement, il y a d'autres problèmes aussi à régler sur le marché du travail. On ne peut pas dire que seul sur les métiers en tension, on va accepter une main-d'œuvre étrangère. Je pense qu'il y a un dossier qui est complexe, mais qui est à la limite de la question aussi politique, bien entendu. Mais la question, au fond, c'est que certains secteurs, les conditions de travail, les salaires, sont peut-être pas suffisamment élevés. On voit qu'il y a la question du logement, donc qui a été évoquée notamment dans les questions de restauration. Et donc, pour beaucoup de personnes, les conditions ne sont pas satisfaisantes pour occuper l'emploi. Donc, c'est un dossier, à mon avis, très compliqué. Mais on ne peut pas écarter aujourd'hui qu'il y a des situations extrêmement difficiles pour des personnes qui sont en situation illégale, il est évident. Et d'ailleurs, Dominique Sceaux, vous avez vu ce sondage, que 57% des Français sont favorables à l'idée de donner des titres de séjour à ces travailleurs immigrés qui travaillent depuis des années sans papier, en considérant que, il y a un moment, il faut régulariser leur situation. Vous avez deux tendances différentes. La première, c'est une modification de la relation de l'ensemble des Français au travail, qui est logique, parce que les choses évoluent. Il n'est pas question de dire que les Français ne veulent moins travailler ou ne plus travailler. En revanche, ce qui est clair, c'est que les Français veulent travailler à leurs conditions, notamment les générations les plus jeunes. Ça, c'est un changement qui, évidemment, est compliqué pour les secteurs qui offrent des conditions de travail atypiques, c'est-à-dire le soir, le week-end, des horaires décalés. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est qu'il manque évidemment de la main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs. On voit bien, par exemple, que des restaurants qui proposaient des dîners, le dimanche à l'heure du déjeuner, qui proposaient des déjeuners, en fait, maintenant font des brunchs. Parce qu'on a besoin de moins de personnel. Les gens viennent se servir à un buffet. Ça, c'est quelque chose dans les grandes villes qu'on voit à peu près tout le temps. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de trouver la main-d'œuvre. Donc, il y a ces deux pôles-là. La question, c'est est-ce que les Français sont prêts, et le sondage que vous mentionnez montre qu'ils sont plutôt favorables à régulariser un certain nombre de personnes qui sont dans l'illégalité. Mais ça touche à un troisième sujet qui est... Au fond, ce que montre sondage après sondage, l'opinion des Français, c'est qu'ils ont une difficulté avec le fait que les règles ne soient pas respectées. C'est-à-dire qu'on est dans l'illégalité, mais on va être régularisé, et à chaque fois, c'est la même chose. Et les pouvoirs publics, dans tous les pays du monde, d'ailleurs, on a bien vu au Royaume-Uni, en fait, ils ont fermé les frontières. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Mais ils ne les ont pas rouvertes pour l'instant. Oui. Parce qu'il y a... l'idée que les pays subissent. Il est logique que les peuples décident de contrôler ou d'avoir la main sur la frontière. Ce n'est pas quelque chose d'indécent de dire ça. Mais il y a un équilibre à trouver, et c'est cet équilibre que le gouvernement, manifestement, a du mal à trouver. Alors, dimanche soir, Emmanuel Macron est revenu sur cette idée de donner des titres de séjour aux travailleurs sans papier, idée qu'il soutient, même si Emmanuel Macron a tenu à rappeler qu'en France, on avait des chômeurs et des allocataires du RSA qui pourraient, par moment, occuper ces emplois dans les métiers dits en tension. On écoute le chef de l'État. Il y a en effet des métiers en tension qui embauchent beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent de l'immigration et qui sont souvent en situation précaire. Et depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Là-dessus, moi je souhaite qu'un compromis soit trouvé. Je pense qu'il y a un compromis intelligent, mais je vais être simple. Les métiers en tension, il faut d'abord quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. On a encore 7% de chômage, et c'est le cœur de la réforme France Travail. On ne peut pas accepter un discours qui consisterait à dire c'est des gens qui sont étrangers en situation irrégulière qui vont occuper les métiers dans le BTP, la restauration ou autre. Non. Il y a des Françaises et des Français qui sont au RSA, qui parfois ont la possibilité d'occuper ces emplois. Il faut les former, les aider parfois au déplacement ou au relogement, mais enfin plutôt les accompagner sur ces métiers. Dominique, comment interpréter ce sérieux bémol qu'a fait Emmanuel Macron en disant bon, écoutez, les titres de séjour, d'abord faisons en sorte que les chômeurs accepte ces boulots. Ça veut dire quoi? Il n'est pas loin de trouver que l'assurance chômage, par moment, est un peu trop
n'est pas assez contraignante, ou bien c'est un appel du pied à la droite, peut-être, sur le plan politique? Alors d'abord, il faut éviter une fausse interprétation qu'on a entendue un petit peu depuis avant-hier soir, qui est il remet la préférence nationale sur le devant de la scène, comme le souhaite l'extrême droite, c'est-à-dire la préférence nationale, c'est autre chose. C'est je réserve un certain nombre de postes à des nationaux. C'est pas du tout le sujet. Je le dis parce que ça a été un petit peu entendu. Oui, c'est un... En fait, aujourd'hui, il faut que les pièces du puzzle s'emboîtent. C'est-à-dire que nous avons effectivement encore 7% de chômage, qui est un taux de chômage atypique dans l'ensemble des pays développés. La plupart des pays développés sont entre 3 et 5. Ils ne sont pas à 5, l'objectif du gouvernement. Ils sont entre 3 et 5. Donc, évidemment, nous avons un certain nombre de Français ou d'étrangers en situation régulière qui pourraient retrouver du travail, et c'est une question de formation. Parenthèse quand même, dans l'industrie, aujourd'hui, on manque d'un certain nombre de métiers, donc il faut former les gens pour qu'ils occupent ces métiers. Mais on voit bien qu'il faut que chaque secteur d'activité, notamment dans le BTP, notamment dans la restauration, fasse son effort, encore une fois, sur la question des salaires. La question des salaires est la clé aussi. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les salaires. On a vu que l'hôtellerie-restauration avait augmenté, je crois, de 18%. Là, je parle sous le contrôle des économistes ici présents, ce qui est considérable. Est-ce que ça a changé la donne depuis un an? C'est ça qu'on aimerait savoir. Mais Bernard Vivier, quand la réforme de l'assurance chômage a visé à réduire la durée d'indemnité quand le taux de chômage était bas, comme c'est le cas actuellement, est-ce que derrière, il y a cette idée que si on durcit les conditions d'accès au chômage, peut-être qu'on aura davantage de retour à l'emploi? C'est une des parties, c'est un moment de l'exposé du président de la République, mais l'économie est mondiale. Le marché du travail n'a jamais cessé, en France, d'accueillir des personnes venues d'ailleurs. Le venu d'ailleurs, c'est une des données fondamentales du marché du travail. L'histoire l'indique. Dans les années 60-70, dans le BTP, des Espagnols, des Portugais, au 19e siècle, les Savoyards devenaient ramoneurs dans les grandes villes, mes compatriotes aveyronnais faisaient bougna dans les cafés à Paris. Voilà. On avait besoin de main-d'œuvre qui forcément venaient d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas sur place le nombre de personnes suffisantes ou les qualifications suffisantes. Aujourd'hui, certains pays européens ont un taux de chômage bas, mais parce que leur démographie n'est pas suffisante, parce que le nombre de personnes venues en Allemagne, par exemple, n'est pas là. Les Allemands accueillent des personnes de Turquie, d'autres régions, et la circulation des travailleurs dans le monde demande à être organisée, mais on ne peut pas mettre des frontières sur un marché du travail, sur une offre d'emploi qui ne trouve pas preneur. Mathieu Plane, alors, il y a ce sondage que je voudrais vous soumettre à analyse. C'est une enquête de l'IFOP qui date du début de l'année. Les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. 66% des Français sont d'accord avec cette idée. C'est curieux, autant en matière de retraite, les Français étaient majoritairement contre l'idée de travailler davantage, autant là, il y a cette idée... que c'est ce que regrettait d'ailleurs Laurent Berger. Il disait il y a toujours un tonton dans un débat, dans un déjeuner de dimanche pour dire les chômeurs sont des feignants. Oui. C'est Laurent Berger. Il y a 66%. C'est pour ça que je me permets de reprendre son expression. Il y a plus qu'un tonton, il y a peut-être la tata aussi. Mais du coup, non, je pense que d'abord, la question des retraites concerne tout le monde. Effectivement, que soit jeunes, actifs ou retraités, en fait, il y a un équilibre intergénérationnel qui se joue là-dessus, et donc qui va concerner tout le monde. La question du chômage, elle concerne en premier lieu les gens qui sont au chômage. Et donc, même si c'est un point important, je veux dire, dans le débat économique, c'est 7% de la population active, c'est 2 millions de personnes, en face, vous avez 30 millions d'actifs. Donc tout le monde n'est pas au chômage. Et donc il faut connaître peut-être la situation des personnes au chômage pour vraiment réaliser ce que c'est. Et c'est vrai, quand on voit les statistiques, on parle d'emplois vacants, de métiers en tension, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne retrouvent pas du travail. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que retrouver un travail, dans beaucoup de cas, on retrouve un travail. D'ailleurs, je rappelle juste cette statistique, depuis 2 ans, on n'a jamais créé autant d'emplois. On a créé 1,5 million d'emplois, ce qui est remarquable. Ce qui veut dire que la France crée quand même des emplois et que ces emplois sont occupés, y compris dans la restauration. Le niveau d'emploi dans la restauration n'a jamais été aussi élevé. Donc les gens n'ont pas disparu. Mais par contre, la question pour les chômeurs, c'est aussi de trouver un métier qui correspond à leur profil. Et c'est ça. Est-ce qu'on souhaite justement avoir des personnes qui ont une formation, un profil adéquat au métier employé, ou est-ce qu'on dit, quelles que soient les conditions, il faut que tu retrouves un travail, et donc tu as fait des études de salon de coiffure, mais tant pis, tu ne trouves pas, tu iras dans la restauration.
C'est ça la question aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que dans cet accompagnement, c'est important d'avoir cette idée-là. Je crois que la formation est quelque chose, bien sûr, d'important sur lequel il faut mettre l'accent. La question de l'enseignement, de l'éducation, la question de la recherche. Mais c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui un peu à l'intérieur de tout ça, où on a eu beaucoup de création d'emplois, on a des tensions sur le marché du travail, des emplois inoccupés, et donc on dit peut-être qu'il faut avoir plus recours à une main-d'œuvre étrangère. Et c'est vrai que la question démographique, elle est importante, mais elle l'est moins en France que dans d'autres pays. Et c'est vrai, quand vous regardez l'Allemagne, la démographie n'a rien à voir avec celle de la France, il y a un taux de chômage à 3%. En France, même si on a baissé le taux de chômage, on reste avec un taux de chômage qui est quand même assez important, qui est autour de 7%. Alors soit on dit, finalement, c'est notre chômage structurel, soit on essaye quand même encore de faire des efforts pour avoir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Est-ce que les chômeurs pourraient retrouver un emploi, c'est la question que vous posez, s'ils se secouent un peu? Voilà, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. En fait, je crois que c'est difficile d'avoir une réponse univoque sans regarder par classe d'âge. Pour les plus de 50 ans, et encore plus pour les plus de 55 ans, la vérité, la réponse est non. En réalité, toutes les personnes qui suivent les questions d'emploi, qui accompagnent des demandeurs d'emploi, savent qu'au-delà d'un certain âge, c'est très compliqué de retrouver un emploi. Alors pourquoi? Donc on ne Quels peut sont pas les dire... freins? Parce que, alors il y a des tas de freins, mais les entreprises ne se projettent pas. Les entreprises pensent que la productivité ne va pas être très bonne. Et puis, il y a des raisons légales. C'est-à-dire qu'une entreprise qui embauche en CDI quelqu'un de 55-60 ans ne pourra pas, entre guillemets, s'en séparer avant 70 ans. Et donc, en réalité, enfin, je parle sous votre contrôle juridique, et donc ça veut dire qu'il faudra mettre en œuvre une rupture conventionnelle ou un licenciement, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est un frein un peu légal. Donc, il est difficile de raisonner de la même manière selon les classes d'âge. Bernard Vivier, est-ce que c'est très anglo-saxon de dire un ingénieur chez Airbus qui trébuche, il prend le premier boulot et tant pis si c'est un boulot de serveur? Ou est-ce que nous, on a tendance à considérer qu'il faut avoir un boulot en adéquation avec sa formation, parce que d'ailleurs, sinon c'est du gâchis même en termes de productivité. Oui, le marché du travail de Grande-Bretagne, on quitte un job, on en retrouve un autre très vite. On a peu de protection sociale aussi. Aux États-Unis, même chose. On trouve facilement un travail quand on le perd, mais on a peu de protection sociale. En France, nous avons un modèle social qui est très protecteur. Et ne boudons pas notre plaisir, notre avantage d'avoir un modèle social, mais il est vrai qu'on a une logique plus d'installation dans l'emploi que d'évolution rapide dans l'emploi. C'est une question importante, et l'emploi des seniors qui vient d'être évoqué, c'est en soi un sujet d'une émission entière. Il progresse ? Pardon ? Il progresse ? Oui, ça progresse, oui, parce que les politiques pour favoriser l'emploi des seniors commencent à porter des fruits. Mais ça touche à quantité de facteurs. Par exemple, le cumul emploi-retraite, qui n'était pas très pratiqué, qui commence à le devenir. Et c'est vrai que juridiquement, un salarié peut demander à partir de jusqu'à 70 ans de rester dans l'entreprise. Mathieu Plane, j'ai une colle pour vous. On n'arrêtait pas de nous promettre le mur des faillites et une explosion du chômage avec le Covid. Et c'est le contraire qui se produit. On sort du Covid, on nous parle de quelque chose que ma génération n'a jamais connu, d'une possible arrivée au plein emploi en France. Oui, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire que face au choc Covid qui est arrivé, qui était un vrai tsunami, d'ailleurs, on avait peur de génération sacrifiée. On parlait de génération sacrifiée. D'ailleurs, il y a eu beaucoup qui a été fait sur l'apprentissage suite à ça, parce que pour compenser éventuellement les risques. Et c'est vrai que les plans d'aide, les plans du quoi qu'il en coûte, l'aide des banques centrales qui ont baissé les taux partout, d'ailleurs, dans le monde, ça a été à peu près la même chose, ont permis une reprise extrêmement vive de l'activité et énormément de création d'emplois. Et donc, au fond, d'ailleurs, on a été surpris, c'est qu'on a créé aussi beaucoup d'emplois avec peu d'activité. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat de la productivité, qui a baissé dans l'intervalle, mais qui pose d'autres questions. C'est-à-dire que là où il y avait 3 personnes pour faire tourner la boutique, maintenant il en faut 4. Exactement, à quelque chose près. Je caricature un peu, mais... C'est comme ça, parce que historiquement, si vous voulez, les niveaux de vie, le pouvoir d'achat augmentait parce que la productivité augmentait. Or, aujourd'hui, on a eu plus de création d'emplois que d'activités créées. Donc, on a une baisse de productivité de 6 points. Ce qui est assez considérable, on n'a jamais vu. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est temporaire ou c'est plus structurel? Et si c'est plus structurel, ça pose des questions sur le long terme, sur le financement des retraites, sur la croissance potentielle.
sur l'augmentation des salaires. C'est un appauvrissement du pays, quoi. Hein. Bah, c'est un appauvrissement. Alors à court terme, vous créez des emplois quand même, donc c'est pas un appauvrissement total, mais par contre se pose la question de l'augmentation des salaires, typiquement. Est-ce que vous pouvez augmenter les salaires si la productivité baisse? La réponse est probablement non. Beaucoup d'entreprises se posent la question est-ce que le télétravail est favorable autant que ça à la on va y venir sur la critique cachée concernant le télétravail. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on se retrouve face à un marché du travail qui est en tension, qui a créé beaucoup d'emplois, une fois de plus. Donc il y a des effets aussi de goulot d'étranglement, parce que quand vous créez plusieurs centaines de milliers d'emplois, vous recrutez tous en même temps, vous cherchez tous le même profil, à toutes les boîtes, et c'est difficile de trouver. Et puis sur le dernier point, sur les questions de marché du travail, il faut savoir qu'il y a des zones d'emploi qui sont très différentes. Vous avez des bassins d'emploi, vous avez un taux de chômage qui est à plus de 15%, et d'autres, vous êtes à 3-4%. Le taux de chômage des cadres, il est structurellement autour de 3 et 4%. Puis des ouvriers, plutôt de 13%. Si vous voulez, il y a aussi toute cette allocation géographique qui est difficile à mettre en place. Et quand vous demandez à des personnes aussi pourquoi ils ne trouvent pas un travail, première chose, c'est les déplacements qui vient. Il y a la question des gardes d'enfants, la question du logement et la question de la santé. Donc, ce n'est pas que des questions de formation. Il y a ça, structurellement, travailler sur la mobilité aussi géographique. Comment vous faites pour que les gens puissent mieux se loger, mieux se déplacer? C'est important. Dominique, n'empêche, est-ce que la mentalité des patrons n'a pas changé? Je me souviens de François Hollande qui parlait, c'était quoi, en 2015, de la peur de l'embauche. Les patrons avaient peur d'embaucher. Maintenant, les patrons, ils n'ont qu'une peur, c'est de ne plus avoir de personnel. Et donc, même s'il n'y a pas de boulot, ils le gardent en disant j'aime autant l'avoir sous la main, si ça repart, je pourrais faire tourner la boutique. Vous avez entièrement raison. Quand on parle à des DRH ou des chefs d'entreprise depuis quelques mois, ils n'ont qu'un mot à la bouche, inversion du rapport de force. Voilà. Le rapport de force est inversé, ce sont les demandeurs, les futurs salariés ou les personnes en recherche d'emploi qui arrivent avec, j'utilisais l'expression tout à l'heure, avec leurs conditions. Est-ce que je peux télétravailler 2 jours, 3 jours, voire plus, et quel type d'horaire j'aurai? Alors, attention, ça c'est une vision encore une fois globale, mais comme le disait Mathieu Plane à l'instant, ça dépend des endroits, ça dépend des secteurs, ça dépend des métiers, ça dépend des âges. Donc les photographies générales du marché de l'emploi, il faut évidemment s'en méfier. Mais vous avez raison, le marché de l'emploi c'est un peu inversé. Attention là encore, est-ce qu'à la rentrée, il n'y a pas un petit ralentissement qui fait que les DRH et les chefs d'entreprise vont reprendre un petit peu la main? Quand on regarde les dernières prévisions, alors je ne connais pas encore celles de l'OFCE, mais les dernières prévisions de la Banque de France anticipe à la rentrée, c'est-à-dire maintenant, une légère hausse du taux de chômage. Le rapport de force s'est inversé en faveur des salariés et des jeunes générations qui demandent, je vous propose de voir ce petit reportage à Lyon, que demandent les jeunes générations? Ils demandent du télétravail et pourquoi pas la semaine de 4 jours, c'est-à-dire un vrai week-end qui commencerait le jeudi soir. L'expérience a été tentée dans la métropole de Lyon. Alors attention, c'est la semaine de 4 jours, mais le nombre d'heures reste le même sur la durée de la semaine. Qu'en pensent les agents? Voyez ce reportage de Sébastien Denis. Nouvelle année scolaire, nouveau rythme. Ce matin, parmi les agents qui se rendent à leur travail à la métropole de Lyon, certains ont bénéficié pour la première fois d'un week-end rallongé. C'est le cas de Mathieu Chiara, chef de projet sur les mobilités. Il ne travaille désormais plus que 4 jours par semaine, avec les vendredis de libre. Ça fait une belle coupure, ça permet de faire autre chose et vraiment de changer l'esprit pour le coup à la fin de la semaine. Dans ce bureau, Séverine Bernard-Barret, assistante de direction, a elle aussi profité d'un week-end vendredi compris. Et le premier retour d'expérience est plutôt positif. Ça permet d'avoir un souffle et d'avoir un vrai samedi et un vrai dimanche. Plutôt que de courir tout le samedi et d'avoir que le dimanche en fait de repos. En face, sa collègue, elle, a préféré s'en tenir au rythme habituel de 5 jours travaillés par semaine. Elle a pourtant un enfant en bas âge, mais elle préfère se garder la possibilité de poser des jours de congé au cas par cas. En fait, la semaine de 4 jours, même s'il y a une cinquantaine de jours non travaillés dans l'année, ils sont fixes et ne permettent pas d'être flexibles. Moi, j'avais besoin d'être flexible vis-à-vis de mon enfant. C'est une expérience et elle se fait sur la base du volontariat. Pour ceux qui la tentent, il y a une contrepartie. Les journées de travail sont plus longues. Donc concrètement, c'est 1h15 de plus par jour sur ces 4 jours travaillés. Donc une partie d'entre nous allons venir plus tôt le matin, ou certains diminuent un petit peu la pause entre midi et 2. Autre conséquence pour les volontaires, le nombre de jours de RTT est réduit. Nous restons dans le cadre légal, c'est-à-dire 1607 heures par an, et donc travailler que 4 jours, ça veut dire aussi avoir moins de RTT pour l'instant. Donc c'est cet équilibre que doit trouver l'agent pour savoir qu'est-ce qu'il préfère dans sa vie privée, 4 jours par semaine ou un peu plus de RTT.
Environ 10% des agents ont décidé d'adopter ce nouveau rythme. Un bilan sera dressé dans 1 an pour voir s'il faut le pérenniser. Alors Bernard Vivier, votre regard sur ces aspirations de certains de... Parce qu'on travaille autant, hein, mais on réaménage sa semaine de travail. Oui, et c'est une tendance qui a été accentuée avec le phénomène de la Covid, ce que nous avons vécu avec l'installation du télétravail. Mais ce que nous avons vécu, c'est-à-dire une obligation de travailler le plus possible à distance pendant la période de télétravail. Télétravail, c'était 5-6%, pas plus, des salariés. Pendant la période Covid, c'est monté à 35%. Peut-être 40%, on n'a jamais eu de vraies statistiques. Ça correspond à un besoin des générations montantes de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans les entretiens d'embauche. Les jeunes salariés ne souhaitent pas, s'engager dans la durée dans l'entreprise. C'est dingue ça. Ils ne veulent pas de CDI, c'est ce que vous êtes en train de dire. Si, mais en disant, écoutez, moi je suis là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ne me proposez pas un plan de carrière dans l'entreprise. Il en va de même d'ailleurs dans l'engagement syndical. Un syndicaliste qui dit, viens, inscris-toi sur la liste aux élections professionnelles, tu seras élu pour 4 ans, et tu auras peut-être la chance d'être réélu 4 ans après pour 4 ans à nouveau. Le jeune salarié dit, non, mais c'est bien, mais moi je ne m'engage pas dans une perspective longue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la passion du métier. Simplement, il y a un nomadisme professionnel plus fort. Le mot nomadisme n'est pas péjoratif. Il est ainsi. Et donc, les entreprises ont à gérer cela. De l'autre côté, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu de production, mais c'est aussi une communauté humaine, un collectif en action. Et le télétravail a ses limites là-dessus, parce qu'on a besoin de se retrouver. Si c'est 4 jours par semaine, comme le dit le reportage, il va falloir continuer à trouver des lieux, des moments où l'on se retrouve. Et on le sait bien, la machine à café, l'endroit où l'on fume, sur le trottoir ou la cafétéria, ce ne sont pas des lieux et des moments de travail, ce sont des moments où l'on vit en entreprise. Une entreprise, c'est une communauté, c'est une collectivité en action. Alors, Dominique Seux, c'est vrai qu'on a l'impression que les entreprises, il y a eu des articles de presse, télétravail, ces entreprises qui déchantent. Autant les salariés sont demandeurs, autant les patrons commencent à tiquer un peu avec ce télétravail. Pourquoi ? Oui, il y a une interview, ou une tribune plutôt du président de l'ANDRH, qui est l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, qui dit la fin du télétravail arrive. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est un mouvement de balancier. C'est allé extrêmement loin pendant la Covid. Bernard Vivier le rappelait à l'instant. Les entreprises se disent, attendez, on a des tours à la Défense qui sont totalement vides. Est-ce que ça a beaucoup de sens ? Et est-ce que le collectif fonctionne toujours autant. On parlait tout à l'heure de la baisse de productivité, le fait qu'on était moins efficace. Alors quoi, vous aviez l'air de faire le lien. Ben oui, vous avez 2 sortes de productivité. Vous avez la productivité des ouvriers en usine, en atelier, mais vous avez aussi la productivité informelle de la machine à café. C'est-à-dire, est-ce que les idées s'échangent autant ? Et un certain nombre d'entreprises sont en train de se dire, bon, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il y a du télétravail, est-ce que l'innovation, la créativité, est-ce qu'elle n'a pas un peu pâti ? On arrivera à un équilibre qui sera de 1 à 2 jours par semaine de télétravail, parce qu'un certain nombre de gens ont quand même déménagé. C'est-à-dire ont quitté Paris, par exemple, ou des grandes villes pour aller s'installer un peu plus loin. Je ne crois pas qu'on reviendra à la situation antérieure. Il y aura davantage de souplesse qu'il y a 5 ans. Mais l'équilibre, manifestement, est en train de se chercher. Un mot peut-être sur un mot important qu'a utilisé Bernard Vivier, c'est sur la relation au travail. Ce qui caractérise la période, c'est l'absence de loyauté à l'emploi. Non seulement à son employeur, mais à l'emploi. Donc l'envie de trouver peut-être une mobilité qu'on constate aujourd'hui aux États-Unis et au Royaume-Uni, en tout cas dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire, on va d'une entreprise à l'autre, on va d'un poste à l'autre. Et donc, on ne s'installe pas pour 10, 20 ans dans une entreprise, mais ça veut dire que le management des entreprises doit être assez différent. Mathieu Plane, oui, c'est vrai, cette baisse d'engagement vis-à-vis de l'employeur dont parlait Bernard Vivier, est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faudra composer, les patrons et les DRH doivent composer ? On a beaucoup entendu cette expression, ne pas se tuer à la tâche, comme si les nouvelles générations... un CDI non, m'engager non, je veux mes vacances, je veux mon... il y a un détachement vis-à-vis de la vie active. Alors, effectivement, on n'a pas énormément de statistiques là-dessus, mais c'est vrai qu'on écoute cette petite musique, on l'entend. Il y a un rapport au travail qui évolue avec les nouvelles générations. Il y a peut-être moins de recherche de gains financiers aussi, c'est-à-dire peut-être moins carriériste là-dessus, avec un équilibre de vie qui peut être différent, donc peut-être travailler moins mais gagner moins. C'est la grande question.
Et c'est peut-être moins travailler plus pour gagner plus. Hein, on est peut-être dans cette révolution. C'est paradoxal au moment où tout le monde ne parle que de pouvoir d'achat. Mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faudrait avoir des statistiques quand même. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est juste générationnel? Est-ce qu'on parle d'une petite musique comme ça? Et puis, il y a la révolution, effectivement, du télétravail. Donc, il y a plusieurs chocs qui se superposent. Hein. Donc, question du télétravail, la question écologique aussi, qui peut être forte, la question de cette nouvelle génération qui aspire à des nouvelles formes de travail, avec peut-être plus de mobilité. En même temps, c'est ce qu'on recherche, avoir plus de mobilité au sein des entreprises, avoir aussi des travailleurs qui soient capables de changer plus facilement. Hein. C'est aussi ce qu'on souhaite quand on flexibilise le marché du travail. Donc tout ça, ça crée des choses un peu compliquées aussi dans la gestion des entreprises, j'imagine. Et l'expérimentation du télétravail, elle est très intéressante parce qu'elle s'est faite en temps réel, alors de façon assez brutale, mais elle a été très utile quand même. Il y a eu un apprentissage très fort aussi sur la question des logiciels, l'utilisation du numérique. Mais maintenant, il faut trouver le bon équilibre dans la façon de répartir tout ça. Effectivement, d'ailleurs, les jeunes sont plutôt demandeurs de présentiel pour être formés, pour être accompagnés. Et c'est plutôt ceux qui sont expérimentés qui aiment bien avoir plus de loisirs, plus de temps libre, on va dire, pour s'organiser. Sachant que vous avez des études en économie, c'est intéressant, notamment une étude de Gilbert Sett qui dit qu'il y a un potentiel de gain de productivité extrêmement élevé, justement sur le télétravail. Et il y a d'autres études qui disent que c'est l'inverse. On voit bien, s'il est organisé, le télétravail, normalement, peut être potentiellement intéressant pour une raison simple, c'est que vous économisez du temps de transport, etc. Et vous êtes peut-être plus efficace. Mais vous perdez la question informelle, c'est vrai, de l'échange, de la diffusion de savoir, etc., qui sont plus informelles. Donc c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre. Donc je ne crois pas du tout au modèle du 100% présentiel ou du 100% télétravail. Et puis après, attention, toutes les professions ne sont pas télétravaillables. Hein. Donc il y a aussi une question d'inégalité face à ça. 40% des métiers sont télétravaillables. Il reste 60%. Peut-être un mot, si on a le temps, sur les 4 jours quand même. Oui. Je note à la fin du reportage, qui était tout à fait passionnant, que 10% des salariés seulement. Oui. Donc en fait, ce n'est pas un succès immense. L'important, c'est que ce soit souple, qu'on ne refasse pas l'erreur des 35 heures. Il y a 20 ans, ça paraît très très vieux maintenant pour nos téléspectateurs, mais c'est-à-dire la loi uniforme qui a quand même été une catastrophe. D'où cette timidité en France par rapport aux anglo-saxons. Il y a toujours le traumatisme des 35 heures qui ont été imposées. C'est pour ça qu'en matière de temps de travail, d'organisation du travail, on y va avec des pincettes, non? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut faire attention à... Je me souviens je crois que c'était quelqu'un qui avait dit à l'époque, il y a 20 ans, tout le monde ne chose pas du 35. L'important, c'est la règle. C'est-à-dire que ce soit pas... Quand les entreprises de l'immigration peuvent le faire, qu'elles le fassent. Si sur le plan financier, c'est cohérent. Mais qu'on ne force pas tout le monde. Juste pour rappeler, la période des 35 heures, c'était fait avec une sorte de flexibilisation quand même dans l'industrie, des allègements de cotisations, mais ça c'est autre chose. Mais on était à un moment où il y avait 10% de chômage. Et donc l'idée de la réduction de travail, c'était de partager le temps de travail pour créer de l'emploi. Là aujourd'hui, ça serait très difficile de réduire beaucoup de temps de travail alors que vous avez des tensions. Déjà des tensions. Donc vous allez plutôt essayer de recourir aux heures sup ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la grande différence par rapport à il y a 20 ans, c'est que maintenant la difficulté, c'est plus du tout de trouver un emploi, c'est de trouver un logement. Le logement serait-il le problème numéro 1 d'ailleurs pour accéder à l'emploi? Certains patrons en sont convaincus. Et par exemple, les viticulteurs en Gironde savent très bien que s'ils veulent attirer des saisonniers, il faut leur offrir un logement. Ils se sont organisés pour récupérer un camping. Voyez ce sujet dans le Bordelais de David Bazier et Thierry Breton. En apparence, c'est un camping comme les autres, avec ses mobil-homes et ses grillades sur le barbecue. Alors voilà le mobil-home, bienvenue. Mais personne ne vient en touriste, La salle de bain. car tous sont des saisonniers venus vendanger dans le Bordelais. Ok, c'est bon? Bonne installation. Merci. Ils étaient très surpris de voir tout ce qu'on avait fait pour eux. On avait préparé même jusqu'au liquide vaisselle, papier toilette, c'est bête, mais voilà, pour qu'ils se sentent tout de suite bien. L'endroit vient d'être racheté pour 2,5 millions d'euros par une entreprise qui procure de la main-d'œuvre au château viticole. Trouver des saisonniers est devenu difficile. Bonjour. Ce jour-là, le patron accueille au camping un bus venu de Roumanie. Pour les vendangeurs, ces mobil-homes améliorent considérablement des conditions d'hébergement, souvent très précaires. Là, oui, on avait des mauvais endroits. On n'arrivait même pas à dormir. Il y avait des rats, il y avait des... Parce que comme ça, c'est les premières fois que je vois un truc comme ça. Dans le seul vignoble du Médoc, il y aurait 16 000 saisonniers, dont 65% auraient besoin d'un logement. Alors Bernard Vivier, est-ce que c'est le grand sujet dont on parle peu en matière d'emploi? On se souvient d'Emmanuel Macron disant « mais moi, il était dans le 8e à l'Élysée, je traverse la rue, je vous en trouve du boulot ». Oui, d'accord.
Mais après, s'il faut faire 2 heures de RER pour rentrer chez soi, le boulot tout de suite est moins sympathique. Oui, la connexion entre emploi et logement et transport est essentielle. Cette liaison est essentielle. Souvenons-nous, en 2018, les Gilets jaunes, il y avait 2 grandes revendications. Une de pouvoir d'achat et une autre de « nous sommes un peu abandonnés, tout pour les grandes métropoles, pas pour les petites villes ». Prenons une ville comme Bordeaux, qui est une ville qui n'est pas une ville de révolutionnaires. C'est pas Nantes ou Rennes ou même Toulouse. Il y a eu, au moment des Gilets jaunes, des actes de Gilets jaunes très importants. Pourquoi ? Parce que le centre-ville s'est largement bourgeoisé. Les catégories moyennes sont allées en périphérie, mais pour traverser Bordeaux, il faut faire le tour. On ne peut pas traverser facilement. Donc la question du transport est importante et la question du logement aussi. Les entreprises ne découvrent pas cette préoccupation d'aujourd'hui ou d'il y a 10 ans. Il y a très longtemps, c'est le monde patronal qui a lancé ce qu'on appelait à l'époque le 1% logement. On appelle ça aujourd'hui Action Logement, c'est-à-dire l'aide au logement. Il existait même dans des entreprises, j'en ai connu personnellement, des entreprises, des usines, où à côté, le patron, c'était très paternaliste, avait créé des cités ouvrières. Dans les mines, autrefois, les mineurs habitaient, c'était une communauté humaine minière et une fierté d'appartenance à un métier, à une compagnie de mines. C'était très dur, mais il y avait une politique de logement très affirmée, très développée. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous ne sommes pas dans cette période aujourd'hui révolue, mais le besoin demeure de faire en sorte que les entreprises puissent avoir toujours leur mot à dire. Or, aujourd'hui, nous observons que la puissance publique, l'État, a capté tout l'argent de Action Logement, ou pratiquement, c'est pratiquement un rapt. Est-ce que d'ailleurs, Dominique Seux, ça va pas même plus loin, ces problèmes de terrain disponible, quand on voit que BMW voulait installer une usine de batterie en Allemagne? Les habitants ont tiqué, ils ont dû faire un référendum. Des villageois décident par référendum, finalement ils ont voté oui, pour l'implantation d'une méga-usine de batterie en Allemagne. C'est-à-dire que le logement est rare, mais même le territoire pour les patrons est rare. Et ça devient compliqué de se réindustrialiser quand on n'a pas les terrains pour se loger et même pour mettre l'usine. Mais il se dit même que si Tesla Elon Musk n'a pas encore annoncé d'usine Tesla en France, ou que BYD, le constructeur chinois automobile, est en discussion avec Bercy pour ouvrir éventuellement une usine en France, la première question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il y a comme foncier ? Qu'est-ce qu'il y a comme terrain ? Et on sait que dans le Dunkerquois, par exemple, il n'est pas facile, ça semble étrange, il n'est pas facile de trouver très facilement du terrain. Je soulève juste ce point. Je crois que le concept de ZAN, zéro artificialisation des sols, net, va se heurter à un moment ou à un autre à une chose toute simple, qui est que la population française continue de croître. On continue à avoir plus de 200 000 habitants par an. Et donc, à un moment ou à un autre, ça va être compliqué de dire, on ne construit plus rien. En tout cas, il faut construire en hauteur, on ne sait pas très bien où, alors qu'on ne peut pas non plus déployer aux alentours des communes, c'est-à-dire étendre les territoires communaux. À mon avis, je crois que la question du logement et des ZAN va entrer quand même en conflit à un moment ou à un autre. Et là, Mathieu Plane, c'est toute la question de concilier croissance et préservation de l'environnement. Oui. Bon courage. J'allais dire, vous avez 4 heures, il reste 1 minute. Oui, il y a un plan de planification écologique, mais il y a toute la question de la réhabilitation des friches aussi, qui est un enjeu assez important. Parce que paradoxalement, réhabiliter une friche, ça coûte plus cher que raser une forêt et mettre une usine. Voilà, exactement. Sachant qu'effectivement, avec la période de désindustrialisation, il y en a un certain nombre, se pose la question de réindustrialisation de territoire et la conciliation avec les enjeux écologiques. Qui sont bien sûr importants, mais on revient à des sujets essentiels qu'on ne traite pas du jour au lendemain. Cette question du logement, c'est des questions vraiment structurelles, à la fois sur la question de politique du logement pour les habitants, mais aussi pour l'installation de nouvelles usines, et notamment si on veut avoir des productions décarbonées. C'est un enjeu important. Et Made in France et local. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.